Depuis plus d'une année, la vice-gouverneure Fifi Masuka dirige la province très stratégique du Lualaba. Ce n'est pas sans peine, bien sûr. L'on va s'intéresser dans ce spécial Grand Plateau sur ce qui se passe, ce qui se réalise dans cette province de Muchacha à Sandoa, en passant par Dilolo et Kapanga. Qu'est-ce que Fifi Masuka a pu réaliser en une année? Comment se sent la population? En tout cas, l'ambiance sur terrain dans tous les secteurs. J'y reçois, malgré leurs agendas très chargés que nous avons bousculés pour ce spécial Grand Plateau, maître Jean-Pierre Kouboya, qui est avocat, un expert en droit à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Et juste en face de lui, j'ai monsieur Vincent Coge, il est expert en infrastructure. Bonsoir aussi. Bonsoir, monsieur Christopher. Et enfin, monsieur Crispin Saloumou. Lui, c'est un acteur politique, également leader d'opinion dans la province, très très suivi. Bonsoir. Bonsoir, cher Christopher. Je salue les co-débatteurs et tous ceux qui nous suivent à travers la grande chaîne qui est Télé 50. Alors, c'est avec vous que je vais commencer. Vous avez suivi ma question d'entame. Vous vivez dans la province du Lualaba. Vous êtes leader d'opinion. Donc, on va dire en quelque sorte, vous travaillez pour cette province, le Lualaba. Personnellement, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de Madame Fifi Masuka depuis qu'elle est gouverneure intérimaire? Merci bien pour la question. Je crois ici que nous parlons de la République, que nous parlons de la province du Lualaba. Je dois être très sincère, je dois être honnête, puisque comme vous l'avez dit, je suis acteur politique au Lualaba, donc la province a vu le jour à ma présence. Et comme vous l'avez dit, depuis que Mme Masuka est à la tête de cette province en tant que vice-gouverneur, donc expédient les affaires courantes, honnêtement je dois dire qu'il y a assez d'avancées. Et je dois rappeler ici l'objectif principal du pouvoir public qui est l'amélioration des conditions sociales des populations. Mais est-ce que Mme Masuka à ce jour est-elle à ce niveau? Je dois dire sincèrement oui, puisque peut-être nous allons nous étaler tout au long de l'émission. Lorsque j'évalue la gestion sous les plans politiques, sous les plans économiques, sous les plans sociaux et sous les plans infrastructurels, je dois dire honnêtement qu'il y a beaucoup d'avancées et surtout pour ce qui est de la manière de gérer elle-même la caisse de l'État. Sincèrement, je dis qu'il y a beaucoup d'avancées et une nette amélioration par rapport à des années passées. Ça, c'était la version de M. Crispin Saloumou, acteur politique. À votre droite, on a M. Vincent Coge. Lui, c'est un expert. Hein. Il est un peu dans la cuisine. Il a la certification. Il sait voir quand est-ce que ça marche ou pas dans les infrastructures. On aimerait aussi avoir sa version. Vous sillonnez cette province parce que vous vivez dans le Lualaba. Parlez-nous un peu côté infrastructure. Est-ce qu'il y a un changement? Il y a eu un changement durant cette période de gouvernance de Fifi Masuka. Merci beaucoup, M. Christopher, pour la parole. Je remercie aussi Télé 50 de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer. Est-ce qu'il y a avancé au Lualaba ou pas dans les domaines des infrastructures? Je dirais oui, il y a une grande avancée. J'aurais à vous parler par rapport à deux aspects, donc par rapport à des volets. Le premier volet, c'est le volet source des finances. Et le deuxième volet, c'est par rapport au nombre, disons, un nombre de réalisations de projets. Pour ce qui est pour la source de financement des différents projets qui sont en cours de réalisation dans la province du Lualaba, vous allez constater avec nous, avec toute la population, tous les projets en cours de réalisation sont financés par fonds propres de la province. Chose qu'on n'avait pas remarqué bien avant. Vous remarquerez, dans les années antérieures, la province était appuyée par la concession Sopeco. Il y avait aussi les projets sino-congolais qui venaient aussi en appui à la province du Lualaba. C'était légal? Ah oui, c'était légal, c'était légal. Les minéraux, on profite. Non, c'est pas par rapport aux minéraux. Si on prend la concession Sopeco, chaque année, il y avait une évaluation annuelle. Sino-Congo. Une évaluation annuelle. Mais par rapport au projet sino-congolais, vous connaissez les contrats entre la République démocratique du Congo et la République chinoise, tout ce qu'il y avait. Donc, chaque année, depuis 2016 jusqu'en 2019,
Sopeco venait en appui avec tout ce qui est financement des différents projets dans la province du Lualaba. Mais depuis 2019, nous avons connu tout ce qui est arrivé avec Covid. Il n'y a pas eu d'appui. Par après, avec l'avènement de tout ce que nous avons connu dans la province du Lualaba, la province actuellement finance avec les fonds propres tout ce que vous voyez comme projet sur toute l'étendue de la province. Avec une bonne qualité? Oui, avec une bonne qualité. Vous, en tant qu'expert, vous regardez, vous dites que bon, ça va tenir pour des générations. Oui, tout à fait, parce que quand vous voyez la République est dotée de plusieurs tests. Quand nous parlons des normes de la qualité des travaux, vous allez remarquer que le ministère des Infrastructures sur toute l'étendue de la République est appuyé de la CGT, de l'OVD, pour ce qui concerne la voirie, de l'Office des routes, tout ce qui est les routes nationales, et de bâtiments des différentes divisions des infrastructures, parce qu'actuellement, nous avons la division des TPE, nous avons la division de la reconstruction. Donc, toutes les structures-là, ils accompagnent pour le respect des normes en vigueur en République démocratique du Congo. Je n'ai pas encore fini, ça j'ai tenté de développer l'aspect source de financement. On va entrer en profondeur, je voulais revenir vers vous. J'ai déjà un tout petit peu compris que vous êtes satisfait. Vous êtes assuré que pour les générations à venir, ça ira. C'est qu'on est en train de construire au Lualaba en ce moment et bien pour la durabilité. Tout à fait. Alors, on va prendre aussi une autre question avec notre expert en matière juridique. Il est avocat des renom, en tout cas, maître Jean-Pierre Kouboya. Avec vous, j'ai une petite question de curiosité parce que l'on s'interroge, on dit que voilà, cet intérim a que trop longtemps duré. Alors, j'aimerais un peu comprendre de votre côté s'il y a eu un certain moment d'illégalité dans ce moment d'intérim de Fifi Masuka qui a duré plus d'une année. Illégalité par qui rapport lisait à les quoi? textes. Bon, on dit que bon voilà, il n'y a pas eu de notification pour De être quoi? gouverneur intérimaire, par exemple. Je crois que il faut comprendre le contexte actuel, le contexte juridique, politique de la province. Du point de vue juridique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois déjà, l'Assemblée provinciale avait pris une résolution de mise en accusation du gouverneur. Et cette résolution de mise en accusation a été attaquée à deux échelons, par voie de recours. D'abord devant la Cour d'appel du Lualaba et devant la Cour constitutionnelle. À ces deux échelons, les deux juridictions se sont déclarées incompétentes. Avec la conséquence que, ayant survécu à ces deux recours, la résolution de mise en accusation devrait produire ses effets. Et quels sont les effets d'une résolution de mise en accusation? En fait, c'est pour vous expliquer et pour que vous compreniez, est-ce que nous sommes dans un cas d'intérim ou dans un cas tout à fait spécifique. Lorsque il y a décès du gouverneur, lorsqu'il y a démission d'un gouverneur, lorsqu'il y a révocation d'un gouverneur, ou encore lorsqu'il y a une résolution de mise en accusation, comme c'est le cas dans le Lualaba. On a parlé de retrait de confiance, c'est bien ça? Je parle d'une résolution de mise en accusation qui emporte le retrait de confiance, parce que pour qu'on en arrive là, il faut qu'il y ait rupture de confiance. Oui. Donc dans ce contexte, dans cette situation, le gouverneur, pour le cas de mise en accusation, le gouverneur doit présenter sa démission dans les 48 heures. S'il ne le fait pas dans les 48 heures, la démission est d'office. Et c'est ce qui est arrivé chez nous dans le Lualaba. Donc, l'Assemblée provinciale a pris une décision de mise en
accusation a notifié au gouverneur et le gouverneur a formé le recours dont j'ai parlé. Les recours ont suspendu momentanément dans ses effets cette décision de mise en accusation. Mais maintenant que les recours ont été vidés, que les deux juridictions se sont déclarées incompétentes, toutes les deux, c'est que la décision, la résolution de mise en accusation devait produire ses effets. Quels sont ces effets? Parce qu'il y a déchéance du gouverneur par la démission volontaire ou d'office, la question est réglée par la loi électorale qui est une loi spéciale. Parce que lorsqu'il y a une mise en accusation, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et la loi électorale, principalement l'article 160, alinéa 4, prévoit qu'en pareille circonstance, c'est le gouvernement provincial, sous la direction, je dis bien sous la direction du vice-gouverneur, qui expédie des affaires courantes. Donc nous sommes dans un contexte, n'en déplaise à ceux qui pensent autrement, nous sommes dans un contexte où la province aujourd'hui n'a plus de gouverneur. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où c'est le vice-gouverneur qui expédie les affaires courantes. Donc j'ai voulu préciser cela pour que nous puissions nous comprendre et pour que nous puissions comprendre aussi tous les actes posés par... voilà. Donc nous sommes dans un cas tout à fait spécifique. Ce n'est pas un cas d'intérim, c'est un cas où la loi elle-même dit, le gouverneur n'étant plus là. En des termes plus courts, concis, Richard Mouyej n'est plus gouverneur du Lualaba. En fait, s'il faut considérer la résolution de mise en accusation par rapport à la loi, et ici, c'est la loi électorale, l'article 160 qui règle la question, s'il faut considérer la résolution de mise en accusation de l'Assemblée provinciale, nous sommes dans un contexte où la province n'a plus aujourd'hui de gouverneur. Alors, comme vous avez d'ailleurs parlé de loi électorale, ça me rappelle un tout petit peu les élections. Il y en a eu dans pratiquement 14 provinces ou 13 par là. Pourquoi il n'y a pas eu d'élection là-bas si la province n'a plus de gouverneur? Je ne sais pas répondre à cette question parce que vous savez que nous sommes dans un pays régi par les lois. Il y a une institution chargée d'organiser les élections qui n'a pas aligné la province du Lualaba parmi les provinces dans lesquelles les élections devaient se tenir. Mais ça peut se comprendre aisément. Parce qu'au moment où on avait programmé les élections, la province était encore dans la procédure. La procédure, du moins la résolution de mise en accusation, était suspendue dans ses effets par les recours dont je vous ai parlé. Premier recours du gouverneur devant la cour d'appel du Lualaba, qui s'est déclarée incompétente, estimant que la résolution de mise en accusation était un acte d'assemblée et qu'elle échappe à sa compétence, à la censure du juge. Et la Cour constitutionnelle aussi, saisie du deuxième recours, s'est déclarée aussi incompétente. Donc il était tout à fait normal, pendant que les recours étaient encore pendants, qu'on ne puisse pas programmer les élections dans le Merci maître. On va revenir du côté politique parce que je sens qu'il a beaucoup de choses à nous dire d'ailleurs. Monsieur Saloumou, pendant ce temps, Fifi Masuka a géré la province. Comme je l'ai dit en début d'émission, pas sans peine, la province s'est retrouvée au beau milieu de polémiques. Les gens semblent s'entraider dans les plateaux de télévision. Il y a 1001 versions sur ce qui se passe dans la province du Lualaba. Du côté politique plus particulièrement, j'ai posé cette question. Est-ce que Fifi Masuka satisfait toutes les tendances? On dit qu'elle a
l'habitude de gérer avec une certaine communauté ou avec un certain camp politique. Elle écarte les autres. Il y a beaucoup de frustrés. Vous qui vivez sur place, est-ce que vous confirmez cette assertion? Je dois dire d'abord ici que, comme venait de dire Maître Jean-Pierre, Fifi Masuka gère la province de droit. Donc, il n'y a pas eu de faveur qu'elle pouvait bénéficier pour qu'elle se retrouve aujourd'hui au sommet de la province. Non, elle gère la province de droit, telle que la loi électorale en son article 160 alinéa 4 et même la Constitution de la République en son article 198, qui est repris par l'article 28 de la loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Donc, elle gère de droit. Est-ce qu'il y a des problèmes en termes d'organisation politique? Peut-être qu'elle accorderait des faveurs à telle communauté, mais ici nous parlons parti. Je ne le crois pas du tout, puisque le gouvernement avec lequel elle travaillait tout ce temps était celui-là avec lequel le gouverneur, le vice-gouverneur avait commencé ce mandat. Et tout le monde, bien entendu, tout le monde était là, à sa place. Mais il y avait des sanctions. N'empêche. Personnes. Je crois qu'ici, nous devons savoir être aussi sincères. L'article 23 des principes fondamentaux dit que le gouverneur est chef de l'exécutif. Et c'est lui qui évalue la prestation des ministres. Que dire des ministres absentéistes? Si des ministres ou un ministre ne vient plus au travail, va-t-elle le laisser simplement puisque c'est quelqu'un avec qui il a travaillé depuis le début? Si le ministre est un indiscipliné, ça peut arriver, ce sont des cas, on a vécu ça dans notre province. Si le ministre n'arrive pas à produire exactement le travail que le gouverneur attend de lui, faudra-t-il qu'elle croise les bras? Non. Mais je crois qu'ici il y a un problème. Et tout a été dit dans l'argumentaire de Maître Jean-Pierre, qui essaie de démontrer le contexte. Le problème, ce sont des frustrations inutiles, des personnes qui ne comprennent pas le contexte politique dans lequel la province s'était retrouvée. Je crois qu'ici, nous avions essayé un peu de bosser les circonstances. Et aussi, il y avait un problème. Tous ceux-là, s'il faut peut-être parler des cas des suspendus, ou, puisque je ne veux pas parler des démissionnaires, puisque ceux-là, ce n'était qu'un acte volontaire. Personne ne leur avait exigé qu'ils démissionnent. Parlons de ceux-là qui avaient été suspendus. Alors, si un ministre peut s'absenter pendant plus d'un mois, qu'il serait peut-être en dehors de la province ou en province et qu'il ne passerait pas au boulot, ou qu'il quitterait la province sans ordre de mission et qu'il puisse passer presque un mois, 3, 4 mois ici à Kinshasa, sans aucune justification. Pendant ce temps, voulez-vous que le vice-gouverneur les laisse? Mais non. Alors, ici, il n'y avait aucun problème, aucune cabale contre qui que ce soit. Je vais donner un autre exemple. Tous, nous avions lu à travers les réseaux sociaux une lettre écrite par l'ancien ministre des Mines. Et vous trouvez une lettre qui a violé volontairement, délibérément, les principes d'une correspondance administrative. Où un ministre s'adresse à son chef hiérarchique comme s'il s'adressait à l'un des simples collaborateurs. Et un cas d'indiscipline comme celui-là, vous estimez que si vous étiez à la place du vice-gouverneur, quelle aurait été votre réaction? Et d'ailleurs, moi je vous dis, moi personnellement, si j'avais été le gouverneur, le jour que je reçois cette lettre après l'avoir lue, je vous mets à côté. Et alors, donc c'était ça. Donc à un certain moment, la situation qui était arrivée, il y en a des ministres et même certains membres du gouvernement et d'autres institutions qui s'étaient attachés non pas aux institutions publiques pour servir la province, mais qui s'étaient attachés à des individus. Et de fois, la situation qui était arrivée les avait mis dans une situation telle que pour eux, ils pouvaient soutenir l'individu. Et c'est ce qui nous avait amené à tous ces cas. Je peux vous confirmer, vous avouer aujourd'hui, que Mme Masuka, à ce jour, est la coordonnatrice de l'Union Sacrée, comme dans toutes les autres provinces. L'Union Sacrée est gérée par la province. Et je peux, d'ailleurs, je venais de suivre l'élément sur votre journal ici quand j'entrais, qui passait. Vous avez vu l'Union Sacrée qui avait organisé une marche. D'ailleurs, je salue tous ces compatriotes qui avaient participé à cette marche de soutien au FARDC, au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, tout le monde est là.
tous les partisans. Sûrement que j'avais suivi, hein, vous avez reçu que certains compatriotes du Lualaba ici qui disaient non, Madame Masuka travaille avec sa communauté d'origine, Union Sacrée. D'ailleurs, je vous dis ici que ces compatriotes qui étaient ici, tous ce sont du FCC. On va y Donc, revenir. Madame Masuka n'a pas de problème. Ce que moi je veux savoir, c'est que est-ce qu'elle a été capable de travailler quand même avec des gens qui ont aussi travaillé avec, on va dire, son prédécesseur. Je vous dis qu'elle fédère toutes les tendances sociales et politiques jusqu'à ce jour. Pour preuve, évaluez le gouvernement réaménagé. Vous allez trouver que tout le monde y est. On va revenir vers l'expert en infrastructure dans la province, Monsieur Koge. Vous aussi, si vous rejoignez et bien évidemment les différents avis déjà abordés sur ce plateau, j'aimerais revenir à vos propos que l'on avait écourtés lors de votre première prise de parole sur ce qui est en train de se passer dans la province, sur les termes infrastructure. Juridique, ok, c'est bon, on a approuvé. Politique, ok, elle fédère. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Fifi Masuka peut se vanter d'avoir entamé et fini des infrastructures qui resteront à la province des années et des années? Oui, merci beaucoup, M. Christopher, pour la parole. J'ai terminé avec les points qui étaient source de financement. Le deuxième volet, c'était les réalisations qui se passent sur toute l'étendue de la province. Je vais développer par rapport à chaque type de travaux. Donc, nous avons les routes nationales. La province du Lualaba est traversée par 2 routes nationales. Nous avons la RN39 et la RN1. Sur les 2 routes, nous avons des grands travaux qui sont en cours de réalisation. Quand vous prenez la RN1, vous allez remarquer, au lieu que nous puissions faire les travaux en terre bâtie, la province, au lieu qu'elle fasse les travaux en terre bâtie, vous allez remarquer les travaux qui sont programmés sur cette route, c'est en terre bâtie avec l'application des polymères. Parce que la route en terre bâtie, c'est après 1 année, 2 ans, 3 ans, il faut l'oublier, il faut revenir aussi avec l'entretien. Il y a eu un changement de méthode de travaux. On vient avec l'application des polymères. Ça, c'est par rapport à la RN1. Et la RN1, je vous dis que le taux d'exécution sur cette route-là, nous sommes à plus ou moins 65%. À ce jour. À ce jour. Et ces travaux ont été lancés pendant la saison de pluie. Donc, malgré la saison de pluie, il y a eu un bon avancement des travaux. Et quoi dire maintenant pendant la saison sèche? Justement, pendant la saison sèche, il y a des programmes, il y a un bon programme. Tout ça, si les travaux se sont effectués sur fonds propres de la province. Sous fonds propres de la province. C'est pas le projet 145 territoires. Non, jamais. Le projet 145 territoires n'a pas encore commencé dans la province du Lualaba. Je ne sais pas dans d'autres provinces. Et même à travers la République. On dit que c'est la continuité. C'est ce que le gouverneur Mouyèche faisait. Et puis, Madame la gouverneure intérimaire récolte les lauriers. La continuité, moi je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Je vous parle des réalisations. Parce que vous dites qu'il y en a qui ont été entamés durant cette année, à partir de 2000, après Covid. Bon, pas après, mais après la crise Covid dans le pays. Je suis en train de vous parler d'abord sur les routes nationales. Les 2 programmes-là, par rapport aux 2 routes nationales, ont commencé en 2021, au début de la saison de pluie. Sous Fifi Masuka. Sous Fifi Masuka. Ça, c'était sur la RN1. Sur la RN39, malgré qu'il y a un contrat avec le ministère national qui t'attend un peu, parce que jusqu'à présent, les contrats qui étaient signés au niveau national, ça ne marche pas. Avec les 2 entreprises, il y avait 2 concessionnaires, Sopeco et Frontier. Sopeco évolue à pas pesant, chaque année c'est 20 km. Frontier, on ne les voit pas, mais la province ne pouvait pas croiser les bras. La province est venue encore en appui sur la route nationale numéro 39, qui est à compétence nationale. Et vous allez remarquer, sur cette route, il y a plus ou moins 4 ateliers. Tout ça, c'est pour maintenir le trafic. Et les travaux évoluent normalement, et ces travaux encore ont démarré pendant la saison de pluie. Voyons voir, pendant la saison sèche, un programme spécifique est déjà élaboré pour doubler les efforts à ce qu'avant qu'on arrive au début de la saison de pluie, pour que le trafic soit fluide sur cette route. Ça, c'était par rapport aux routes nationales. Prenons la route provinciale 607, la route Kassaji-Sandoa. Cette route a pratiquement une distance de 145 km. À ces jours, les réalisations sont à 110 km.
Donc il reste pratiquement 35 km pour arriver à Sando. Et ça, ce ne sont pas des réalisations. Ça, c'était par rapport aux routes. Rentrons maintenant par rapport à la voirie urbaine. Nous voyons chaque jour les travaux, on démarre, tout ça. Et ces travaux, malgré la saison de pluie, ont continué. Et au stade actuel, il y a pratiquement, quand on fait le cumul, c'est pratiquement une affaire de 83 km qui sont en cours de réalisation, avec un taux de réalisation passable. Et là, je vous promets, d'ici, tel qu'on voit l'avancement des travaux, d'ici les mois d'août, octobre, vous allez voir que toutes ces routes-là, malgré qu'il n'y a pas d'inauguration, il n'y a pas tout ça. Nous, quand la province est en train de faire des réalisations, ce n'est pas pour qu'on puisse inaugurer tout ça, non. C'est l'impact social, l'impact par rapport à notre population. Donc il y a des œuvres, mais l'on ne passe pas tout son temps à surmédiatiser. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. Par rapport aux bâtiments, je ne pouvais pas oublier les bâtiments. Pour les bâtiments, nous avons la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé. Il y a un bon moment là, ils étaient à la porte parce qu'ils étaient logés dans un bâtiment privé et on les a mis à la porte. Mais il y a un grand bâtiment, R+2, de 80 mètres sur 40 mètres, qui est en cours de réalisation dans l'enceinte de l'hôpital Mwangiche. Il y a aussi un deuxième projet de l'hôpital moderne qui est en cours de réalisation toujours dans l'enceinte de l'hôpital Mwangiche. Un autre projet qui vient après, c'est la construction de l'ISP Colosi, qui est aussi en cours de réalisation. Et après ça, il y a plusieurs écoles, plusieurs centres de santé, sur toute l'étendue de la province qui sont en cours de réalisation. Donc il y a un bon nombre de projets, il y a de grandes réalisations qui s'effectuent dans la province du Lualaba. Sans vous interrompre, je voudrais juste intervenir un tout petit peu, juste relever un autre aspect. Rapidement. C'est en rapport avec la passation des marchés publics. Je peux vous dire sûrement que mon frère Vincent peut l'avouer, l'attester ici. C'est pour la toute première fois qu'il y a respect de la procédure de passation des marchés publics en termes de contrats et de travail. Vous pouvez vérifier. Tout ce temps depuis que cette province était province et que des contrats pouvaient être donnés à des entreprises, il n'y a jamais eu respect de la procédure de passation de marché. C'est pour la toute première fois. Vous pouvez aller à l'IGF tout près ici, poser cette question, on peut vous donner tous les éléments. Je voulais juste, en termes des infrastructures, relever cet aspect-là. D'accord, je vais revenir sur ça un peu plus tard. Je vais prendre Maître Jean-Pierre Kouboya pour parler d'une actualité. C'est vrai que Monsieur Crispin Salomon a un tout petit peu effleuré ça tout à l'heure, mais il y a également une autre polémique. Là, tout à l'heure, vous nous avez prouvé texte sur texte que les décisions étaient bien légales et bien motivées, mais il y a aussi ce réaménagement du gouvernement qui pose problème. On dit que bon, voilà, c'est vrai qu'une vice-gouverneure, suivant l'intérim, peut poser cet acte, mais dans l'arrêté, il y a eu un problème. Quelque part, on a parlé de vice-gouverneur intérimaire, quelque part de gouverneur intérimaire, quelque part de gouverneur tout court, et il y a eu toute cette bisbille qui ne passe pas bien dans l'opinion. Est-ce que vous pouvez nous renseigner clairement sur cette affaire? Je crois qu'il faut, avant d'émettre des critiques sur l'arrêté portant réaménagement du gouvernement, il faut lire l'arrêté. Et je me plais à suivre les débats qui se passent, même avec vous. Il y a quelques personnes qui sont passées par vous pour critiquer cet arrêté, mais je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps de lire l'arrêté. Ils parlent de l'illégalité. L'illégalité par rapport à quoi? Parce que quand on dit qu'un arrêté est illégal, il faut préciser la loi qui est violée. Mais quand vous lisez l'arrêté, il s'explique lui-même. Il présente le contexte. Il fait des références à des textes légaux, à la Constitution, et ce serait mieux qu'on nous dise, par exemple, que non, le texte auquel vous faites allusion ne correspond pas. Donc, je pense que les critiques qui sont faites sont beaucoup plus émotionnelles.
Il n'y a pas d'illégalité. Je vous ai circonscrit ici le contexte. Le contexte, c'est que c'est le vice-gouverneur qui dirige le gouvernement dans l'expédition des affaires courantes, à la suite de la résolution de mise en accusation. Et je dois ouvrir une parenthèse que cette résolution, ce n'est pas l'œuvre de son Excellence Madame Fifi Masuka, c'est le Parlement. Le Parlement provincial, l'Assemblée provinciale qui a élu et le gouverneur et le vice-gouverneur. Et pour certaines raisons que vous pouvez imaginer, que vous connaissez déjà, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que l'IGF avait enquêté sur la gestion de fonds publics dans la province et a produit un rapport qui a incliné l'Assemblée provinciale à se saisir du cas et à produire, à rendre cette résolution de mise en accusation. Donc, du moment que la résolution de mise en accusation a produit ses effets, et je vous ai dit ici que la loi électorale, en entendant les élections qui devaient intervenir dans les 30 jours de la notification de cette décision par le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas à quel niveau on est, donc pendant cette période, c'est le vice-gouverneur. Mais parce que on est dans une situation d'un gouvernement qui est amputé, qui était amputé de certains de ses membres. Il y a des membres qui avaient démissionné, d'autres qui étaient suspendus pour divers motifs, notamment l'absentéisme, notamment les soupçons de détournement de fonds. C'est qu'on s'est retrouvé avec un gouvernement quasiment incomplet et qui avait des ministres qui devaient assumer l'intérim d'eux autres, ce qui alourdissait l'action gouvernementale, et il y avait une nécessité que le vice-gouverneur puisse réaménager. Donc c'est ça la motivation. Donc la notion de nécessité, parce que vous pouvez peut-être poser la question de savoir, mais elle l'a fait, il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce qu'elle avait l'autorisation? On n'a pas, dans le contexte de l'article 160, on n'a pas besoin de l'autorisation. Le ministre de l'Intérieur dans tout ça. Et le ministre de l'Intérieur dans tout ça. Je vous ai dit, dans le contexte de l'article 160, le gouverneur, le vice-gouverneur et le gouvernement provincial expédient les affaires courantes. Peut-être la question que vous pourriez me poser, c'est celle de savoir est-ce que le réaménagement du gouvernement rentre-t-il dans le registre des affaires courantes? Oui. Peut-être, mais c'est une question factuelle qui relève de l'appréciation de l'autorité. Je vous ai dit ici, un gouvernement amputé de ses membres, qu'est-ce qu'il fallait faire devant cette nécessité? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il fallait absolument réaménager. Encore que Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, qui n'était pas dans l'obligation de solliciter l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour réaménager, elle l'a fait quand même. Vous voyez où a conduit la sagesse? Elle l'a fait quand même. Et elle a été autorisée. Donc les gens qui disent qu'il n'y avait pas d'autorisation, mais ils ne lisent pas l'arrêté parce que l'arrêté fait référence à la lettre du VPN qui avait autorisé ce réaménagement. Donc le réaménagement a été fait légalement, dans le respect du texte de la République, et ceux qui pensent que c'est illégal, ils ont le droit de nous dire, n'est-ce pas, c'est illégal par rapport à quel texte? C'est illégal par rapport à quel autre texte? Donc il ne faut pas venir raconter des choses sans apporter juridiquement
les faits et la preuve de ce qu'on allait. Monsieur Crispin Salomon, je reviens à vous pour une question sur le plan politique. La gouverneure intérimaire Fifi Masuka s'appuie très souvent sur le président de la République. On dit c'est vraiment, comme vous l'avez dit vous-même, la coordonnatrice de l'Union sacrée dans la province. Le président de la République d'ailleurs a fait l'honneur d'annoncer qu'elle briguerait un deuxième mandat lorsqu'il a fait son déplacement dans la province du Lualaba à Kolwezi. Et aujourd'hui, l'on s'inquiète également. On dit que bon voilà, si dans sa démarche elle échoue, c'est le président de la République aussi qui échoue. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a bonne presse dans la province du Lualaba? Merci bien. Je crois que je vais finir par là, mais je voudrais quand même placer aussi un petit mot par rapport à cette question de ceux qui disent ou qui estiment que le réaménagement était illégal. Mais écoutez, cher ami, puisque j'avais suivi deux compatriotes sur ce plateau qui étaient venus, d'ailleurs, l'un d'eux se présentait comme juriste. Mais malheureusement, j'avais suivi un discours plus qu'incantatoire, un discours purement politicien, vide de toute pensée juridique. Mais écoutez, la preuve est la maîtresse du droit. Lorsque vous dites que quelque chose aurait violé la loi ou le droit, vous devez en apporter la preuve. Mais j'avais suivi votre émission ici, 47 minutes durant. Je n'ai pas entendu les deux compatriotes évoquer une seule disposition légale. Je dis bien une seule. À part des liturgies, on dirait des gens qui étaient en train de lire la messe. Mais non. Je crois qu'ici le contexte était clair. Mais parlons même des compétences. La Constitution de la République du 18 février 2006, en ses articles 201 jusqu'à 205, spécifie les compétences exclusives de la province, les compétences exclusives du pouvoir central et les compétences concurrentes. Pour ce qui est des compétences concurrentes, et d'ailleurs l'un de vos intervenants ce jour-là s'est même posé la question, est-ce que le vice-gouverneur a-t-il pouvoir de réaménager le gouvernement? Il dit oui, mais dans les limites, c'est-à-dire quand on réaménage, on laisse tous les ministres là-bas, soit les déplacer, aucun ministre ne sort, et puis bon, il peut compléter là où il y a les vides. Mais allons-y, puisque c'est du droit qu'il s'agit. Si ces deux compatriotes avaient reconnu que le vice-gouverneur peut nommer des ministres où il n'y en a pas, ne peut-il pas révoquer pour en soi un terme selon le principe de l'acte contraire? C'est-à-dire qu'il reconnaissait réellement que le vice-gouverneur était dans la légalité parfaite, mais que simplement ils étaient venus ici par des discours haineux, ou peut-être des gens juste, bon pas peut-être, parce que tout le démontrait que ce n'était que des personnes frustrées. Et bien entendu, mais écoutez, rentrons dans les dispositions légales et même dans la gestion des institutions de la République. Puisque ne nous écartons pas, nous parlons du droit. Les provinces sont gérées par deux lois générales. La Constitution de la République, qui est la loi fondamentale, et les principes fondamentaux. Bien entendu, nous pouvons ajouter la loi spécifique qui est la loi électorale. Mais allons-y. Posez, s'il vous plaît, cher ami Christopher, ou rappelez-nous pour un débat contradictoire avec tous ceux-là qui estiment qu'il y avait violation de texte. Posez-leur la question qu'ils vous démontrent une seule disposition constitutionnelle. J'ai dit bien une seule disposition de la Constitution qui avait été violée par la prise de la décision de réaménagement. Ou une seule disposition des principes fondamentaux qui avait été violée dans ce contexte. Je vous dis, ils ne vous le diront pas. Et moi, personnellement, je serai disposé à revenir ici pour un débat contradictoire avec. Je vais directement. Est-ce que la gestion de Mme Masuka aujourd'hui peut porter un coup à la réélection du président de la République? Vous l'avez dit vous-même, oh non, mais elle s'appuie beaucoup plus au président de la République. Non, mais je dois d'abord rappeler, si on regarde la Constitution, le gouverneur de province est le représentant du pouvoir central en province. Il n'est que normal qu'un gouverneur de province, lorsqu'il agit, il ne peut que agir dans le respect du projet du chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et est-ce que, en d'autres termes, Mme Masuka bénéficie du soutien du président de la République pour qu'elle soit là? Non. Mme Masuka a été élue vice-gouverneur au regard des élections de février 2019. Donc, elle est de droit
Donc, elle n'a pas besoin d'un appui quelconque, que ce soit celui du président de la République, pour qu'elle agisse. Non. Puisque quittons les sentiments et surtout, évitons de personnaliser la gestion de la chose publique. Sa gestion peut-elle porter un coup à la réélection du président de la République? Mais je ne le crois pas, puisque, mais qu'est-ce qui va attirer les électeurs à élire un président de la République si ce ne sont que des réalisations? Je le dis, je vais donner des exemples concrets. Sous le plan social, lorsque Mme Masuka améliore les conditions de travail, vous pouvez peut-être regarder, il y a des vidéos pour cela, où les personnels du gouvernorat, comme ceux de Derlou, viennent lui dire merci pour l'amélioration des salaires. Et je vous dis ici que c'était pour la toute première fois, jusqu'à ce jour, que le personnel du gouvernorat recevait leur 13e mois, depuis que cette province est province. Vous pouvez poser la question à tous ceux-là qui travaillent au Lualaba pour ce qui est du traitement salarial. Allons-y pour ce qui est sous le plan sociopolitique. En termes d'abord de sociaux, puisque j'avais suivi ces gens qui étaient passés ici, qui disent non, la province va très mal, les communautés s'entre-déchirent. Mais plusieurs fois, et vous pouvez le voir dans les vidéos, où Mme Masuka recevait les chefs coutumiers de toute la province qui ont dit même merci et qui ont loué les travaux qu'elle a amorcés à travers tout le territoire provincial. Et tous ces travaux qui n'ont que pour seul objectif l'amélioration des conditions sociales des populations du Lualaba. Je vais sous le plan politique. Je peux vous dire aujourd'hui, le Lualaba serait peut-être la seule province où il n'y a pas de conflit entre partis. Je peux vous l'avouer. S'il y a un cas, des gens peuvent passer ici pour nous démontrer le contraire. Je vous le dis. C'est-à-dire, elle essaie de fédérer tout le monde, elle essaie de mettre chacun à sa place. Moi, je vais vous citer quand même un cas, parce que j'ai suivi un reportage. Il y a les membres du parti politique ABD, notamment du ministre, on va dire l'ancien ministre désormais des Mines, M. Chizainga, qui se plaignait comment l'on peut réaménager un gouvernement provincial sans qu'il y ait un membre de l'ABD qui est un des partis qui a le plus de sièges d'ailleurs à l'Assemblée provinciale. Est-ce que déjà ça, c'est pas un conflit? Encore du théâtre, de la mauvaise foi, de la manipulation. Pourquoi je le dis? Je vous donne les faits. Aux élections du 30 décembre 2018, vous pouvez aller vérifier à la CENI ici, vous pouvez aller vérifier à la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune liste présentée aux élections portant la mention d'un parti politique qui s'appelle ABD. Il n'y en a pas. Ce parti était muet dans le groupement AA Bar Petita. Donc aujourd'hui, s'il y a des députés qui peuvent se réclamer députés, il n'existe aucun député ABD à ce jour dans la province de Lualaba, moins encore dans la République. Ce sont des députés du regroupement AAA. Et cela, vous savez ce qu'est la raison? Tous les petits partis là, je peux vous dire aujourd'hui, je m'en excuse peut-être, mais c'est la vérité. ABD, c'est un petit provincial, c'est un parti familial. Qui a été élu député national? C'est le père. L'autre député, c'est le fils. Qui a été élu député provincial? C'est le père. Et le suppléant, c'est le fils. Et c'est tout. Ah, mais j'ai dit bien, et ça, c'est dans le cadre du regroupement AA bar A. Il n'y a pas de député ABD. Et comment alors quelqu'un peut se prévaloir aujourd'hui? Non, nous ABD, nous sommes un grand... Vous êtes grand parti par rapport à quoi ici à Kinshasa? Essayez un peu d'aller à gauche à droite si vous pouvez trouver le siège d'ABD ici. Même le siège national. C'est un parti provincial. En quoi il est grand? ABD est allé aux élections comme ABD. Et en quoi? Écoutez, la Constitution elle-même, autant que la loi numéro 8/012, fixe le ministère provincial à 10. Nous avons dans cette République plusieurs partis politiques, plusieurs regroupements. Comment voulez-vous que tous les partis ou que tous les regroupements se retrouvent? Mais je peux vous dire ici que le regroupement AA Bar Petita, dont fait partie ABD, a un commissaire. Donc ce regroupement n'avait pas été rejeté. Et comment voulez-vous simplement que dans un regroupement où vous êtes plus de 10 partis politiques, que ce soit un seul parti? Mais alors, ça c'est une question qu'il fallait peut-être décider au niveau du regroupement. Cette faute ne peut pas incomber sur la personne du vice-gouverneur. Non. Donc ici, c'est pour vous dire que ceux qui réclamaient cela,
le faisaient juste pour un discours politicien, pour une manipulation. Et j'ai vu, nous étions à Kolwezi, moi personnellement j'étais à Kolwezi, j'ai vu le lendemain, ils ont tenté d'organiser une marche, ils sont arrivés juste au niveau de l'Assemblée provinciale, ils ont posé le problème. J'ai suivi les députés le lendemain, après qu'ils aient posé ou évalué, examiné cette question, ils ont dit ce que j'ai dit et avaient posé la question aux militants d'ABD. Mais la CENI ne vous reconnaît pas comme parti politique. La CENI reconnaît le regroupement A-A-A. Et vous allez réclamer sur base de quoi? Comment d'autres partis qui ne s'étaient pas retrouvés n'ont rien réclamé? D'autres regroupements. Et aussi, je l'ai dit, le regroupement A-A-A a un commissaire dans le gouvernement. Donc, Mme Masuka n'avait pas écarté ce regroupement. Et alors, comment voulez-vous... Disons, cher Christopher, allons-y d'abord dans les faits. Même s'il faudra quand même que l'on soit si haineux, ou si jaloux, ou que l'on soit si égoïste, je dis bien si égoïste. Comment voulez-vous qu'un compatriote qui est là, comme ministre, depuis que cette province avait été province, voudrait rester l'éternel ministre comme si ce poste ne lui appartiendrait que lui? C'est sur base de quelle loi? C'est sur base de quel critérium? Allons-y dans le cadre de l'évaluation du travail. On dit qu'il est très populaire. Très populaire, ça veut dire quoi? Il y a les créateurs, on a vu... Pour preuve, vous avez vu le lendemain, vous pouvez visualiser les vidéos. Toutes les corporations des miniers artisanaux sont venues dire merci au vice-gouverneur pour lui dire nous sommes satisfaits du choix que vous avez fait pour le nouveau ministre des Mines. Vous pouvez vérifier ces vidéos. Vous pouvez, et je vous dis, les miniers artisanaux sont venus de tous les coins de la province de là-bas. Et vous savez le pourquoi? Je vais juste donner un cas ici. Très rapidement. L'ancien ministre des Mines, dont vous faisiez allusion ici, a laissé endormir les créateurs artisanaux du Lualaba depuis qu'il a été ministre jusqu'à son départ des carrés miniers imaginaires. Je dis bien carrés miniers imaginaires. Les créateurs artisanaux au Lualaba se débrouillent. Ce qui fait des fois qu'à un moment, ils s'obligent même à rentrer dans des concessions des industriels. Ce qui porte préjudice au bon fonctionnement des activités de ces miniers et même porte préjudice à la province. Et lorsqu'ils avaient vu que le vice-gouverneur avait nommé l'un des leurs, qui connaît bien tout ce qu'ils sont en train de vivre, ils sont venus, j'ai dit, en masse des milliers. Vous avez vu, vous pouvez revoir le mémo. Ils ont dit merci, madame. Cette fois-ci, nous avons compris que vous êtes la personne censée comprendre ce que nous vivons et ce que nous avions vécu. Et tout le monde, je peux vous dire, vous pouvez aller vérifier aujourd'hui cette question. Aucun minier artisanal ne voudrait plus jamais revoir celui qui se prenait pour un ministre providentiel ou l'excellent ministre. Monsieur Koch, je vais venir à vous pour essayer de se projeter un peu dans le temps. On est en 2023, s'il y aura élection présidentielle, Félix Tshisekedi débarque à Kolwezi, il dit allez, Lualabez, votez-moi, parce qu'on a déjà fait ceci, cela, et le mandat d'après, on pourra faire ceci, cela. Il se basera sur quelle infrastructure au niveau de cette province, par exemple, qui fait la fierté aujourd'hui de la population, qui, quand on regarde, on dit, ah bah voilà, ça c'est sous Félix Tshisekedi, avec bien sûr le leadership de Fifi Masuka. Merci beaucoup, M. Christopher. Nous parlons, là vous parlez de 2023, là nous sommes en 2022. Le programme de 2022, c'est de relier les chefs-lieux de tous les 5 territoires. Ça c'est en 2022. Le programme suivant, c'est de travailler aussi sur les routes provinciales et les routes de desserte agricole. C'est bien de faire les routes jusqu'au parc agricole, aux zones agricoles, tout ça. La prochaine étape, c'est de travailler aussi sur les routes de desserte agricole et les routes provinciales. Et ça, ce sont des réalisations qu'en 2023, on peut se baser sur ça. Parce que la province du Lualaba, ce n'est pas seulement la ville de Kolwezi. La province du Lualaba, c'est l'intérieur aussi. L'intérieur, cette population a droit aussi. Il y a une meilleure mobilité? Ah oui, actuellement déjà, il y a une meilleure mobilité. Et là, je vous dirais, c'est question de commencer déjà à sensibiliser la population qu'ils commencent à cultiver. Cultiver, pourquoi? Parce que les routes sont en train de venir. Ils auront acheminé leurs produits au centre de consommation. Et ça a un impact social. Ça, c'est un impact social.
Et ici, ne nous appuyons pas seulement aux élections. Nous cherchons l'impact social par rapport à notre population. Qui est élection en 2023 et qui est élection en 2022, nous visons l'impact social, que notre population soit satisfaite. C'est tout ce que nous visons d'abord, premièrement. Le reste, c'est à la population elle-même de faire son choix. Non, mais à part les routes, s'il y a par exemple des bâtiments... À part les routes, les bâtiments, n'en parlons pas. Il y a tout un programme dans tous les chefs-lieux, dans tous les territoires. Il y a des programmes de construction des écoles, de construction des centres de santé. Un bon nombre de projets. On va terminer avec Maître... Non, je m'excuse, je vais juste placer un petit mot, puisque c'est une question assez pertinente, puisqu'elle est purement politique. Oui, très rapidement, oui. Parce qu'on doit prendre aussi Maître... Qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut démontrer au peuple hollandais aujourd'hui, pour lequel il peut revenir? Je peux vous dire. Au Lualaba, aujourd'hui, si vous y allez, là, on parlait des infrastructures. Des grandes infrastructures, les édifices publics, il y a gouvernorat, banque, tout, assemblée, consort. Vous trouvez des hôpitaux, s'il vous plaît, je sais que vous allez me poser des questions, mais gouvernorat, c'est moi, j'étais encore là, mais je vais me le dire, n'empêche, non, je vais y aller. Vous trouverez des routes, et aujourd'hui, mon frère Ko, je vous avais parlé même des routes de l'intérieur. Aujourd'hui, Kapanga, Sandoa, les gens peuvent rouler à plus de 60 km à l'heure sur une route en terre battue qui est aujourd'hui praticable. Et le projet continue, route nationale, route provinciale et autres. Il y a des infrastructures telles que les écoles, il y a la clinique universitaire qui est déjà en construction, il y a les centres de santé, les hôpitaux, on vous a parlé des édifices qu'on érige dans l'ancien hôpital ou dans l'hôpital de Manguéji, et à travers les 5 territoires. Et il y a aussi des conditions d'amélioration en termes d'électrification et même des dessertes en eau. Et je crois que le plus grand projet en termes du projet du budget 2022 seront réalisés avant juin 2023. Et vous trouverez d'autres infrastructures scolaires. Mais la question, gouvernorat, tous ces autres, mais moi j'étais encore là. Mais je peux vous dire, la plupart de tous ces travaux étaient faits à crédit. Et pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles, la province devait plus de 240 millions de dollars à des banques et autres particuliers. Et ces crédits ont été payés en 6 mois de gestion de Mme Masuka. Je le dis, tout en tapant membre de ce gouvernement, je le confirme. Ici, vous pouvez aller vérifier. Maintenant, je vais poser juste une question simple. Celui qui peut revendiquer, je peux même parler de l'aérogare, c'est un autre cas. Celui qui peut revendiquer la paternité de ces ouvrages, c'est celui qui s'est endetté pour les ériger sans en avoir payé un seul rond, ou que celui qui avait participé à l'édification de ces ouvrages et en ayant purgé cette dette. Qui peut revendiquer la paternité? Réfléchissons un tout petit peu. Donc ici, puisqu'il y avait cette polémique-là, où les gens disaient non, vous savez, la plupart d'ouvrages, c'est tel, c'est le gouverneur qui avait construit, le vice-gouverneur se revendique seulement la paternité pour rien. Mais la plupart de ces ouvrages, je peux vous dire, vous avez peut-être ici à Kinshasa assisté au procès de l'aérogare. Mais qui a fini, qui a payé cette dette? La plupart d'ouvrages, mais qui a payé ces dettes? Vous comprenez? Et je crois, en bonne conscience, ne peut revendiquer la paternité de ces ouvrages que celui qui a payé cet argent, puisque c'est cet argent qui a construit. Donc ici, Mme Masuka a ce qu'elle peut présenter au président de la République et que ce dernier se prévaudrait devant l'électorat. Les éléments sont là et il y en aura encore d'autres, nous l'espérons, puisque tout est question de la manière dont on gère les finances publiques. Allez-y aujourd'hui. Même à l'IGF à côté ici, puisque le mois passé, l'IGF venait de rendre également le rapport, vous trouvez que les indices pour ce qui est de la gestion du Lualaba, depuis pratiquement une année aujourd'hui, sont au vert. Donc il y a une certaine transparence en termes de la gestion de la chose publique. Merci. Ce qui n'était pas le cas, puisque on vous a parlé ici
du cas de détournement de plus de 369 millions de dollars et beaucoup d'autres histoires qui ont fait que l'Assemblée puisse prendre cette résolution de mise en accusation. Merci, M. Crispin Salomon. Je disais qu'on va aller terminer avec Maître Jean-Pierre Kouboya, qui va nous parler un tout petit peu de l'avenir. Vu tout ce qui est en train de se passer maintenant dans la province du Lualaba, sur les textes, bon, heureusement que vous nous avez suffisamment éclairé aujourd'hui. Comment vous voyez venir l'avenir du Lualaba dans les prochains jours avec le leadership de Fifi Masuka? Si vous pouvez aussi, vous êtes resté que dans le droit jusque-là, sans entrer dans quelques considérations. Est-ce que vous pouvez aussi placer un mot sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se dit et comment Fifi Masuka va s'en sortir pour ce mandat qui reste, on va dire, pratiquement 1 année et demie, et si elle pourra remplir en même temps que le chef de l'État comme elle le souhaite? Exactement, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont prévus dans les dits budgétaires, qui sont en train de s'exécuter. Et tout porte à croire que d'ici 1 année, beaucoup de projets seront exécutés et que nous aurons autant d'éléments, autant de réalisations qui pourront permettre à ce que nous puissions demander aisément à la population ces suffrages. Mais je pense que l'avenir, au vu des indicateurs que nous avons actuellement, parce qu'on vous parle d'une bonne gestion, n'est-ce pas? L'IGF est passé plusieurs fois. Il y a des indicateurs qui attestent que la gestion des finances publiques s'est assainie dans la province. Et la passation de marché public se fait suivant les règles prévues par la loi, notamment la loi sur le marché public. Donc, avoir la volonté de mieux gérer la province, la volonté d'encadrer la gestion pour qu'elle soit beaucoup plus efficace, donc on peut réaliser énormément de choses et l'avenir, je la vois beaucoup plus radieux parce que dans ce pays, ce qui manque, c'est la volonté. Nous avons une grande volonté, une très grande volonté. Je n'ai pas voulu revenir sur ce qu'on est en train de nous brosser ici en termes de réalisation. Vous allez voir les images, vous allez peut-être projeter les images pour que l'opinion soit édifiée. Il y a une très très grande volonté. Elle ne dort pas, elle travaille. Et les projets sont en train de se réaliser. Donc tout porte à croire que d'ici 1 année, 2 ans, l'image du Lualaba va encore davantage s'améliorer. Parce qu'elle s'améliore du jour au lendemain. Si vous étiez à Kolwezi, dans le Lualaba, il y a 6 mois, je pense que si vous y allez aujourd'hui, vous allez trouver que, en tout cas, le Lualaba évoluer sensiblement. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kouboya. Vous avez intervenu dans cette émission en tant qu'expert en droit. En face de vous, on a eu les très dynamiques Monsieur Crispin Salomon, un acteur politique qui a aussi renseigné par rapport à la situation dans cette province. Et juste à côté de lui, l'expert en infrastructure, Monsieur Vincent Coge, qui nous a aussi renseigné, nom par nom, chiffre par chiffre, les bilans de Fifi Masuka, ce qui est fait, ce qui est en train de faire, et c'est que l'on aura comme résultat dans peu de temps déjà. Merci beaucoup à vous de nous avoir informés sur cette province du Lualaba. Les portes des Télé 50 seront toujours les bienvenues pour vous, pour nous donner l'actualité de cette province, comme j'ai dit en début de cette émission, très stratégique. Merci beaucoup. L'on se retrouve très prochainement, très chers téléspectateurs. Je peux vous dire que je serai disposé à revenir ici pour un débat contradictoire contre tous ceux-là qui estiment qu'aujourd'hui il y a l'illégalité et que Madame le gouverneur n'est pas à la hauteur de la tâche. On espère que ça va arriver. Merci beaucoup. Vivez heureux, vivez sans temps et restez fidèles au programme de Télé 50.